Le prochain invité que je vous propose a été cofondateur de l'organisme environnemental Équiterre en 1993, a été son directeur principal de 2007 à 2018, il a occupé le poste de responsable de campagne à l'organisme international Greenpeace, et a occupé jusqu'à tout récemment, dans le fond, le poste de conseiller stratégique chez Cycle Capital Management, soit un fonds dédié au développement de technologies propres. Et avant de se joindre au Parti libéral du Canada en juin 2019. Donc, Stephen Guilbeault, bonjour. Bonjour. Parfait. Avant de débuter cette entrevue, j'aimerais juste vous rappeler à ce moment-là la structure de notre entrevue. Donc, il va s'agir de 3 questions permettant de vous présenter à ce moment-là, présenter aussi votre candidature dans la circonscription, également 3 questions portant principalement sur les enjeux de la circonscription Laurier-Sainte-Marie, et également 4 questions portant principalement sur les enjeux pan-canadiens ou politiques. Donc, super. Nous allons commencer sans tarder. Donc, quelles sont vos forces, vos capacités personnelles qui vous prédestinent à être un candidat adéquat, dans le fond, pour la circonscription? Bien, je pense que mon expérience des 25 dernières années comme militant écologiste a fait en sorte que j'ai travaillé avec plusieurs gouvernements, à la fois au municipal, au provincial, dans plusieurs provinces canadiennes, le Québec, l'Ontario et même l'Alberta, et aussi avec le gouvernement fédéral. J'ai travaillé avec des gouvernements de toutes sortes de couleurs, du Parti québécois, j'ai travaillé avec le Parti libéral au fédéral, au provincial, j'ai travaillé avec le NPD en Alberta. Donc, je suis quelqu'un qui aime bien trouver des terrains d'entente, trouver des façons de faire avancer les choses. Tout ça au niveau très local. Par exemple, je suis membre fondateur d'une coopérative d'habitation. Pour ceux et celles qui ont fait ça, ces gens-là savent que c'est un long processus, ça prend facilement une dizaine d'années faire ça. Je me suis beaucoup impliqué dans ma communauté aussi depuis plusieurs années. Je vis dans Laurier-Sainte-Marie depuis plus de 20 ans. Mes enfants sont venus au monde ici, sont allés à l'école, et certains vont encore à l'école ici. Donc, je pense que je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la fois aux questions environnementales, oui, mais beaucoup aux enjeux sociaux, aux enjeux de logement. Je parlais de la coopérative d'habitation. Et je pense que je reflète bien les préoccupations d'une grande partie de la population dans Laurier-Sainte-Marie. Parfait. Nous allons passer maintenant à la deuxième question de présentation. Donc, pourriez-vous m'énumérer 3 réalisations personnelles qui, selon vous, démontrent à la fois votre intérêt pour la population, mais également votre engagement envers votre parti politique? 3 réalisations. Bien, ouais. Je dirais, je pense que l'une de mes principales réalisations, c'est d'avoir été l'un des acteurs qui a contribué à faire de la question des changements climatiques un enjeu vraiment au Québec et selon même certaines personnes au Canada. Le magazine français Le Monde, en 2009, a dit que j'étais l'un des 50 acteurs mondiaux sur la question du développement durable. J'ai reçu de nombreux prix au cours des dernières années pour tout ce que j'ai fait en environnement et sur la question des changements climatiques. Je parlais de la coopérative d'habitation. Je pense que le logement, on le voit à Montréal, on le voit dans Laurier-Sainte-Marie, c'est un enjeu très important. Je crois beaucoup au logement social, le logement communautaire. C'est pour ça que je me suis impliqué comme ça personnellement dans un projet comme celui-là. Je me suis aussi beaucoup impliqué dans le projet de la Maison du développement durable, qui est également dans la circonscription de Laurier-Sainte-Marie, qui est donc au coin des rues Sainte-Catherine et Clark, qui est le premier édifice LEED Platine, donc qui est un des édifices les plus écologiques au Canada, premier édifice commercial LEED Platine au Canada, qui est visité au Québec, qui est visité à chaque année par des milliers de personnes, des jeunes, des moins jeunes, des étudiants, des étudiantes en architecture, en génie du bâtiment, des gens qui veulent réaliser des nouveaux projets comme ça et qui viennent voir à quoi ça peut ressembler un bâtiment écologique où on recycle l'eau de pluie pour les toilettes, où il y a des détecteurs de mouvement pour pas que les lumières ou la climatisation, le chauffage fonctionnent pour rien, où on utilise la géothermie pour chauffer et refroidir le bâtiment. Donc, c'est vraiment une grande réalisation. C'est pas quelque chose que j'ai fait tout seul, mais j'ai contribué avec d'autres à cette réalisation-là. Et pour le parti, bien, je pense que je peux faire contribuer mon parti de ces 25 ans d'expérience-là, que j'ai à la fois travaillé beaucoup sur des politiques publiques, sur des projets de loi, des projets de règlement. J'ai été président, coprésident de groupes de travail pour des gouvernements au provincial, au fédéral.
Mais j'ai aussi travaillé sur des projets concrets. Alors, j'ai une bonne idée à la fois des trucs plus terrains, mais aussi des enjeux plus théoriques et au niveau des politiques publiques. Et je pense que les 10 ans que j'ai passés comme conseiller d'un fonds d'investissement dans les technologies propres me donnent aussi une connaissance intéressante du monde de l'entrepreneuriat, des technologies propres au Canada et de ce qui se fait ailleurs dans le monde, et aussi de toute la question et le rôle très important de l'investissement. OK, parfait. Donc, on a parlé de votre candidature, on a parlé, dans le fond, pourquoi vous croyez être vraiment un des meilleurs, dans le fond, qui puisse se présenter. Vous m'avez parlé des 3 réalisations personnelles, dans le fond, en lien avec la circonscription. Maintenant, j'aimerais savoir, selon vous, quels sont les enjeux actuels qui caractérisent, dans le fond, la circonscription de Laurier-Sainte-Marie? Je vous dirais qu'il y a 3 enjeux dont on nous parle lorsque je fais du porte-à-porte ou des téléphones. Et vraiment, l'enjeu numéro 1, celui qui revient le plus souvent, c'est la question de l'environnement, la question des changements climatiques. Les gens veulent que ça change, veulent que nos gouvernements bougent là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Je milite pour ça depuis plus de 25 ans. Logement. Le logement social, c'est aussi un enjeu. C'est quelque chose qui revient. La circonscription de Laurier-Sainte-Marie, souvent on pense au plateau Mont-Royal, et oui, ça en fait partie, mais quand on va vers le sud et le sud-est, il y a et vers le centre-ville également, il y a des enjeux de pauvreté, d'itinérance qui ne sont pas que reliés à la question du logement, mais qui sont en partie reliés au logement. Très heureux de faire partie d'un gouvernement qui a adopté la première stratégie nationale du logement, qui prévoit des investissements de 50 milliards de dollars au cours des prochaines années. Et grâce à une super collaboration avec la Ville de Montréal, Projet Montréal, on a pu, au cours des dernières années, construire 9000 logements abordables. Alors, les groupes que je rencontre qui travaillent beaucoup sur ces questions-là nous disent, écoutez, oui, il y a eu des progrès, mais il faut faire plus. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ai parlé un peu de la question de l'itinérance et la pauvreté. Bien, évidemment, c'est un enjeu également. On a vu comment le gouvernement Trudeau a commencé à s'attaquer à cette question-là grâce à des mécanismes comme l'allocation familiale pour enfants. Dans la circonscription, cette initiative-là du gouvernement Trudeau a permis de sortir de la pauvreté plus de 10 000 enfants. Alors, c'est très concret. Le supplément de vieillesse aussi pour les personnes âgées qui a aidé à en sortir plus de 50 000 personnes de la pauvreté. On a décidé de taxer les plus riches pour réduire les impôts de gens dans la classe moyenne. Donc, on a taxé le fameux 1 % des plus riches au Canada pour réduire les impôts de près d'1 million de personnes dans le pays, donc pour que ce soit plus facile pour la classe moyenne également. Donc, ces 3 enjeux-là sont probablement les plus importants dans la circonscription. OK, parfait. Donc, écoutez, c'est ce qui conclut, dans le fond, le volet de présentation, si vous me permettez. Maintenant, nous allons passer à l'enjeu de la circonscription Laurier-Sainte-Marie. Nous avons, dans le fond, 3 enjeux qu'on aimerait discuter avec vous. Le premier, c'est concernant la pauvreté locale. Le deuxième, on pourrait dire l'aide aux commerçants et détaillants. Et finalement, l'accès aux berges du Saint-Laurent. Donc, on va commencer immédiatement. Et simplement, OK, un point assez particulier. Donc, j'ai fait différentes recherches et selon Statistique Canada, en 2016, le pourcentage de gens qui possédaient un revenu de moins de 20 000 dans la circonscription était de 37 OK? Alors que la moyenne se situe à peu près à 30 à travers le Canada. Rappelons que le salaire minimum, OK, à peu près de 12,50 à 40 heures semaine, ça équivaut à peu près à 26 000 Quelles mesures vous aimeriez mettre en place à titre de député si vous êtes élu? En fait, vous avez raison. Hein? La circonscription de Laurier-Sainte-Marie arrive au 3e avant-dernier rang des circonscriptions les plus pauvres. Donc, c'est un enjeu. Et la pauvreté, c'est beaucoup de choses. Alors, j'ai parlé de logement et une des choses que je m'engage à faire, c'est de travailler avec la force du désespoir, comme je l'ai fait pour l'environnement, sur la question du logement social. Comment on peut accélérer le déploiement, la construction de logements sociaux abordables dans la circonscription. Il y a de l'argent à Ottawa, il y a un programme. Bon, il faut encore s'entendre avec la province sur comment, c'est une entente fédérale provinciale, alors tout n'est pas attaché, mais
j'ai bon espoir que ça se fasse assez rapidement. Il y a beaucoup de volonté du côté de la Ville de Montréal également de faire ça. Et comme je le disais plus tôt, moi, je suis habitué de travailler avec le gouvernement provincial. Je suis habitué de travailler avec la Ville de Montréal. J'ai fait ça beaucoup au cours des dernières années. Donc, certainement, ce sera l'un des enjeux prioritaires pour moi. La pauvreté, c'est aussi l'alimentation, par exemple. Alors, pour la première fois dans l'histoire du pays, on a une stratégie nationale sur l'alimentation qui va beaucoup aider. Ça ne va pas tout régler, mais on a recommencé à financer les groupes communautaires et plusieurs autres choses que je vais m'engager à faire dans ce contexte-là. OK, parfait. Mais si je résume bien, à ce moment-là, vous parlez de transferts fédéraux, dans le fond, d'aide ni plus ni moins à la pauvreté. Et pourtant, selon les mêmes statistiques que j'ai pu voir à ce moment-ci, au niveau du transferts fédéraux, à ce moment-là, d'avoir, à ce moment-là, ce qui inclut le régime de pension du Canada, l'assurance-emploi, la subsistance sociale, OK, la circonscription reçoit 25 moins que la moyenne nationale. Comment vous expliquez ça exactement? Écoutez, je ne suis pas certain, je n'ai pas vérifié vos chiffres, mais ce que je peux vous dire, c'est que je ne parle pas juste de transfert, parce que le logement, un des enjeux de la pauvreté, c'est d'avoir accès à un logement décent, abordable et disponible. L'alimentation, c'en est un autre. Donc, j'ai parlé de l'allocation pour enfants qu'on a majoré. J'ai parlé du supplément de vieillesse. Je pourrais aussi vous dire qu'on s'est engagé à revoir le régime des rentes du Canada pour que, au lieu de recevoir seulement un quart de votre salaire à la fin, lorsque vous prenez votre retraite, bien, que vous en receviez un tiers. On a aboli la décision du gouvernement un peu de faire passer l'âge de la retraite de 65 à 67 ans, ce qui aurait mis dans la pauvreté plusieurs centaines de milliers de personnes au Canada. On a aboli ça. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que tout est réglé sur la pauvreté, que ce soit dans la circonscription ou à l'échelle canadienne, mais il y a eu, je pense quand je rencontre les groupes qui travaillent là-dessus, tout le monde reconnaît que dans les 4 dernières années, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais on ne peut pas en 4 ans rattraper toutes les coupures qu'il y a eu sous le gouvernement Harper, au niveau notamment des plus pauvres, le logement, les transferts. Merci. Donc, c'est tout le temps que nous avions. D'accord. Merci beaucoup. Donc, finalement, on va passer à la deuxième question, simplement. Il s'agit maintenant de l'aide aux détaillants. Donc, une des particularités les plus notables dans Laurier-Sainte-Marie, la concentration, la majorité des grandes artères commerciales. OK? Quand on parle, dans le fond, moi, je pourrais dire de Saint-Denis, Mont-Royal, Sainte-Catherine, comme vous connaissez bien à ce moment-là. Et d'ailleurs, selon les données obtenues auprès de l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal, OK, plus d'un local commercial sur 4 est inoccupé. OK? Ce qui est attribué, entre autres, à la montée du commerce en ligne, OK, qui est passé de 28 en 2013 à 40 mais également à l'augmentation du prix du loyer stimulé par la montée du prix du parc immobilier au Canada. Et de la spéculation. Et de la spéculation, effectivement. Et quelles sont, selon vous, les mesures que vous aimeriez mettre en place à titre de futurs députés? Bien, je pense que, bon, alors on comprend que c'est un enjeu qui relève beaucoup du municipal et du provincial, ce qui ne veut pas dire que le fédéral peut rester passif et regarder le train passer. Je pense qu'on a un rôle à jouer, de travailler avec nos collègues du provincial et du municipal. On parle de vente en ligne. Il y a des projets très intéressants qu'on voit poindre à droite ou à gauche, où on fait du commerce en ligne pour des locaux, pour des commerçants locaux. Alors, donc, au lieu d'acheter quelque chose qui vient de l'autre bout du monde, bien, vous allez acheter en ligne quelque chose qui est fait par un commerçant tout près de chez vous. Alors, il y a des initiatives comme ça qui pourraient être supportées par le gouvernement fédéral en collaboration avec des municipalités ou encore des sociétés de développement commercial. Le gouvernement fédéral a également réduit l'impôt pour les petites et moyennes entreprises, le niveau de taxation, et on vient d'annoncer que l'un de nos engagements, c'est aussi d'aider ces petites et moyennes entreprises-là qui sont dans les domaines qu'on pourrait appeler l'économie propre ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on va réduire encore de moitié leur niveau de taxation, le faisant passer à 4,5 si vous êtes dans les énergies renouvelables, dans l'électrification des transports. Et il y en a dans la circonscription des entreprises qui développent ces technologies-là. OK, quand même. Mais il faut dire aussi qu'à Montréal, il y a une autre particularité, c'est-à-dire qu'on est en train de rénovation, réfection des routes. Et dans le fond, des chantiers relativement importants qui ajoutent dans le fond malheur et qui n'aident pas nécessairement au commerce local. Considérez-vous qu'il serait souhaitable que le gouvernement du Canada retranche une partie des aides financières que vous êtes données aux villes pour l'amélioration des infrastructures routières et que vous donniez ça directement aux commerçants?
Non. Non, je pense pas qu'on devrait faire ça. Il y a des besoins criants d'investissement dans les infrastructures. On peut parler des routes, on peut parler de l'eau, les égouts, et je ne pense pas qu'on devrait retrancher. Ce serait une crise nationale, les municipalités ne seraient pas très contentes. Bon, est-ce que ça peut être mieux fait? Écoutez, c'est pas au gouvernement fédéral de venir dire aux villes comment faire leurs choses. Il y a quand même certaines choses qu'on doit respecter. Mais je pense que ce qui va faciliter les choses dans l'avenir, c'est que le gouvernement de M. Trudeau a proposé des investissements au cours des 10 prochaines années. Alors, on va être capable de planifier beaucoup plus qu'on le faisait par avant, parce que des fois, il y avait de l'argent, puis des fois, il n'y en avait pas. Là, on sait quel va être le portrait pour les 10 prochaines années. On le voit, par exemple, pour le transport en commun. C'est la même chose pour les infrastructures. OK, parfait. Donc, nous allons passer maintenant, c'est-à-dire à la troisième et dernière question de notre premier volet. Il s'agit de l'accès aux berges du Saint-Laurent. C'est en 1994 que le plan SLV 2000, donc pour le Saint-Laurent Vision 2000, voyait jour, renouvelé pour une 5e phase consécutive en 2011, sous le nom Plan Saint-Laurent pour un développement durable. Okay, celui-ci a pour but d'assurer la préservation de la biodiversité, de permettre sa mise en valeur à travers l'ensemble du Québec et à Montréal, notamment la qualité de son eau et régir ses usages. Bien que le gouvernement du Canada soit consignataire de ce plan, depuis 1994, dans le fond, qui reconnaissent la valeur de l'accessibilité et de la mise en valeur de l'accès du public du fleuve Saint-Laurent, pour l'instant, on semble pas avoir de développement par rapport à l'accès des berges pour les citoyens de la circonscription Laurier-Sainte-Marie. Bon, effectivement, il y a eu des progrès qui ont été faits, pas nécessairement dans la circonscription, mais notamment avec le réaménagement de l'autoroute Bonaventure, qui va permettre à nos voisins de la circonscription voisine d'avoir accès. C'est un enjeu important. Ma propre association de circonscription du Parti libéral a fait adopter, avec d'autres, dans le coin, une résolution pour le Parti libéral. Donc, c'est une des choses sur lesquelles je voudrais travailler. C'est pas simple, parce qu'entre nous et le fleuve, il y a le port de Montréal. Puis on ne peut pas simplement déplacer ça, mais il y a des façons d'imaginer qu'on puisse redonner accès. Je pense qu'il faut être un peu imaginatif. Il faut qu'il y ait une bonne collaboration aussi des différents acteurs. Je pense qu'on le voit là, certainement au niveau de Montréal. Il y a une demande, pas juste dans la circonscription, mais à l'échelle de l'île en général. Il y a une volonté aussi, je pense, à Québec. Et nous, on est prêts aussi à jouer notre rôle de partenaire dans ce dossier-là. OK, parfait. Mais quelles sont les mesures que vous aimeriez apporter concrètement? Bien, les mesures, en fait, comment on fait pour redonner accès? Est-ce que c'est des plages? Comment est-ce qu'on... Il faudra négocier avec le port de Montréal. Il y a quand même des enjeux. Il y a du transbordement, il y a du trafic, il y a des camions, il y a des bateaux. Mais c'est pas parce que on n'a pas les solutions nécessairement maintenant qu'on ne peut pas les trouver, qu'on ne peut pas travailler à les trouver au cours des prochaines années. Parfait. Mais est-ce que vous seriez prête à prolonger, c'est-à-dire comme l'accès des berges un peu plus loin que juste entre l'avenue de Lorigny et l'entrecroisement des voies ferrées canadiens-Pacifique de la rue Notre-Dame? Pour vous, est-ce que ce serait possible de l'étendre? Je pense qu'il faut commencer quelque part. Puis une fois généralement, c'est comme ça que ça se passe. Alors, on pense que c'est impossible à faire. Puis là, on en fait un bout, puis on se rend compte que finalement, c'est pas si pire que ça. Puis là, on peut en faire un deuxième, puis un troisième. Donc, il y a déjà des projets sur la table. Allons de l'avant avec ces projets-là. Puis après ça, on pourra dire, bon, bien, regardez, ça fonctionne bien. Pourquoi on n'irait pas plus loin ici? Pourquoi on n'étendrait pas? Mais je pense qu'avant de dire qu'on va étendre, commençons par le faire. Simplement. Bien, merci. Merci. Donc, nous allons passer à la troisième partie, la dernière, si vous voulez bien. Donc, on va, dans le fond, parler de l'encadrement des pratiques de géants du Web et de protection de données personnelles. Nous allons parler d'économie et d'échanges internationaux, ainsi que, dans le fond, du positionnement de votre parti envers l'application de la loi 21, dans le fond, sur la laïcité de l'État, et finalement, de protection de l'environnement. D'accord. Donc, c'est-à-dire la première question, le premier thème de ce dernier volet, c'est-à-dire l'encadrement des pratiques provenant de géants du Web et protection de données personnelles. Depuis quelques années, il faut dire que différents sujets portent sur les dérives du Web qui retiennent l'attention des médias. On parle dans le fond de l'interférence, possiblement russe à ce moment-là, au sujet de l'élection ou du processus électoral états-unien en 2016. On parle dernièrement du vol d'identité numérique de la Caisse des Jardins,
qui a quand même affecté pas loin de 3 millions de personnes. Capital One. Oui, quand même, ça a été assez intense. Conséquemment, quelles mesures d'encadrement aimeriez-vous mettre en place auprès des gens du Web? Bien, en fait, je pense qu'il faut une réflexion, pas juste sur les géants du Web ou comment on encadre les géants du Web, mais l'économie du 21e siècle va être beaucoup, beaucoup basée sur nos données. Tout ce qu'on laisse en ligne, nos numéros de carte de crédit, les recherches qu'on fait, ce qu'on achète, les gens qu'on côtoie. Il y a une expression en anglais qui dit « data is the new oil ». Alors, les données vont être à l'économie du 21e siècle, ce que le pétrole a été à l'économie du 19e et une bonne partie du 20e siècle. Alors, donc, oui, il y a les géants du Web, mais il y a toute la question de la protection des données et on voit des dérives dans certains pays qui sont passablement inquiétants. J'ai d'ailleurs publié un livre sur cette question-là qui s'appelle Intelligence artificielle, le bon, la brute et le truand. On peut penser à la Chine où les données personnelles sont utilisées pour faire du contrôle des populations, pour suivre à la trace des minorités, notamment les Ouïghours, donc minorités musulmanes. Alors, il va falloir mieux encadrer comment les données sont utilisées, qui a droit de les utiliser, est-ce qu'on peut les vendre sans votre permission, parce que c'est ce qui se passe présentement. La France a fait un projet de loi très intéressant qu'on appelle le Règlement général sur la protection des données, et c'est probablement l'une des meilleures tentatives jusqu'à maintenant de commencer à mettre un encadrement réglementaire autour de ça. Ce n'est pas parfait, puis je ne suis pas en train de dire qu'il faut nécessairement que le Canada adopte la même chose, mais ça va être un enjeu très important puisque cette technologie-là, elle va être de plus en plus présente dans nos vies. C'était nos téléphones jusqu'à tout récemment. On commence à avoir des assistants vocaux dans nos maisons. Bientôt, ça va être des voitures autonomes qui vont être contrôlées par des ordinateurs et par l'intelligence artificielle qui vont générer des quantités énormes de données. Donc, il faut avoir une stratégie globale par rapport à ça, et c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, suffisamment pour que je publie un livre là-dessus. Donc, je m'engage à travailler sur cette question-là au cours des prochaines années. Parfait. Mais en même temps, est-ce que vous seriez prêt, vous, en tant que peut-être futur député à ce moment-ci, de vous insérer au niveau, comment choisir, de discussions qu'il peut y avoir sur les médias sociaux, de discours polarisants au niveau de la gauche, de l'extrême gauche, comme de l'extrême droite? Est-ce que vous seriez prêt à ce moment-là à légiférer? Bien, écoutez, un député ne légifère pas seul. Ce n'est pas un député qui fait adopter des projets de loi. Il faut faire ça en équipe, il faut travailler avec d'autres. Puis quand je dis en équipe, je pense certainement à mon équipe à moi, celle du Parti libéral, mais moi, je ne suis pas très église en matière de partisanerie. Je n'aurai aucun problème à travailler avec des députés de d'autres formations politiques pour qu'on mette en place les meilleures lois, les meilleurs règlements possibles. Alors, bon, est-ce que, sur la question spécifiquement des médias sociaux et de la polarisation, est-ce que c'est plus de réglementation ou est-ce que ça passe par l'éducation? Je ne suis pas sûr. Parfait. Donc, on va arrêter ici pour cette question aussi. Donc, on va passer maintenant à la deuxième question, ce dernier volet, donc l'économie et les échanges internationaux. Et simplement. Donc, voici. Selon les données recueillies près de Statistique Canada en 2016, ce sont plus de 173 milliards de dollars qui se sont échangés entre les États-Unis et le Canada. Bien que les envois canadiens soient profitables pour les deux pays, dans le fond, différents envois états-uniens, la renégociation de l'ALENA nous a démontré, dans le fond, une certaine vulnérabilité, si vous me permettez l'expression, vis-à-vis de l'économie états-unienne. Dans un contexte où l'instabilité politique est assez omniprésente, dans un contexte où on prévoit possiblement une récession, notamment par l'Economic Cycle Research Institute, selon vous, quelles seraient les mesures qu'on devrait mettre en place pour nous prémunir, dans le fond, de contre-coup de l'économie américaine? Bien, je pense qu'on a déjà commencé à le faire, c'est-à-dire qu'avec le développement technologique, regardons ce qui se passe à Montréal. On parlait de l'intelligence artificielle tout à l'heure. Montréal est devenu un hub international au niveau du développement de technologies dans le domaine de l'intelligence artificielle qui sont exportées partout sur la planète, pas juste aux États-Unis. Alors, effectivement, nous sommes très dépendants économiquement d'un géant. Puis quand ça va bien, c'est le fun, mais comme on a vu avec Donald Trump, quand ça va mal, c'est un peu moins le fun. Quoique, selon l'ancienne chef intérimaire du Parti conservateur, Rona Ambrose, elle a salué
les négociations qui ont été faites par le Canada, et Brian Mulroney, l'ancien premier ministre également conservateur, a salué les négociations qui ont été faites par le Canada dans le cadre de la renégociation de l'ALENA. Mais c'est clair que nous sommes très dépendants et qu'il faut diversifier. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera plus de commerce avec les États-Unis, évidemment, mais il faut diversifier nos partenaires économiques. Je pense que ce que nous sommes en train de développer au niveau technologique au Québec puis ailleurs au Canada, on le voit à Toronto, on le voit dans la région de Guelph également, sur la côte ouest, peut être une planche de salut pour nous à ce niveau-là. OK. Il faut dire également qu'on a un deuxième exportateur qui est la Chine. Et dans le fond, on a certaines difficultés, on pourrait dire, d'exportation présentement, notamment à cause d'un mandat d'extradition et qui nous fait emprisonner la directrice financière de la firme Yue, Wang Zuwang. Effectivement. Est-ce que vous croyez que ce serait avantageux pour le Canada de simplement relâcher cette personne-là pour normaliser nos relations? Moi, je ne suis pas sûr que de céder au chantage de la Chine est nécessairement la meilleure chose à faire pour nous. Tout ce que le Canada fait, c'est respecter le droit international présentement. On a eu une demande d'extradition en bonne et due forme d'un pays. On est en train de l'évaluer, cette décision-là. Si à chaque fois que quelqu'un fait pression sur nous, on dit « Ah ben là, non, on arrête » puis qu'on ne respecte plus nos propres lois ou encore le droit international, ça va devenir le bordel assez vite. Pas juste au Canada, mais partout sur la planète. Moi, je crois beaucoup en la nécessité d'avoir des règles à l'échelle internationale, d'avoir des lois. Et je pense que une des choses qui caractérise le Canada, c'est que nous avons presque toujours, il y a eu 10 ans de gouvernement Harper où nous l'avons moins été, mais presque toujours été un acteur très proactif sur la scène internationale. Ah oui, ce serait probablement plus facile de dire, bon, ben on la relâche, on la renvoie en Chine, mais la prochaine fois qu'il arrive quelque chose, bien là, les pays vont pouvoir dire, ah, ben on a juste à faire pression un peu sur le Canada, ils vont céder, puis on va avoir notre point. Oui, c'est compliqué avec la Chine présentement, puis ça va peut-être l'être pendant encore un bout de temps, mais je pense qu'il faut qu'on tienne notre bout. Parfait. Nous allons passer maintenant à la troisième question. Donc, il s'agit du positionnement de votre parti envers l'application de la loi 21 portant sur la laïcité de l'État. Le 17 septembre dernier, le premier ministre du Québec, dans le fond, François Legault, s'adressait aux différents partis politiques qui participeront à l'élection fédérale, dans le fond, du 21 octobre. Contrairement à ses prédécesseurs qui demandaient, dans le fond, le réajustement de la péréquation, on se rappelle de Jean Charest en 2007, ou des transferts plus substantiels dans le domaine de la santé, Philippe Couillard en 2011, François Legault demande que le prochain gouvernement n'intervienne pas dans la mise en application de la loi 21 et demande plus d'autonomie quant à la délivrance de résidences permanentes au Québec. Étant donné que, selon le sondage, plus de 51 % des Québécois appuient l'application de la loi, et dans le fond, que le Québec compte pour 40 % des sièges, dans le fond, à la Chambre des communes, selon vous, quelle est la position de votre parti par rapport à ça? Bien, d'abord, je dois dire que je ne pense pas qu'on peut, en tant que gouvernement responsable, dire « Ah, bien là, il y a un gouvernement provincial qui nous demande de ne pas agir dans un de nos champs de compétences, puis on va le faire. » Je veux dire, si on demandait au gouvernement du Québec, écoutez, le fédéral va maintenant s'immiscer dans vos champs de compétences, puis on vous demande de rien dire, ça japperait de tout bord, tout côté. Alors, il y a quelque chose de passablement ironique là-dedans. Il n'y a pas un gouvernement fédéral qui va dire en tant que fiduciaire de la Constitution canadienne, écoutez, on vous promet de ne pas intervenir là-dessus. Et ça, nous l'avons dit, et d'autres partis l'ont dit également. Je ne pense pas qu'on doit se laisser dicter une conduite par les sondages, que c'est populaire, pas populaire. Bon, alors, ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y a pas de décision qui avait été prise quant à la loi 21. Le ministre de la Justice et procureur général du Canada, M. Lametti, est en train d'évaluer le dossier. Il y a déjà des recours judiciaires qui ont été entrepris contre la loi 21, alors que le fédéral intervienne maintenant ou non, ça ne change pas grand-chose, puisqu'il y a déjà... Il y a déjà des dossiers en cours. Alors, je pense que nous allons étudier ce dossier-là sur la base de son mérite et non pas sur la base de sondage et voir qu'est-ce que le gouvernement fédéral devrait faire. Simplement. Mais à ce moment-là, est-ce que vous ne croyez pas que les demandes du Québec vis-à-vis une plus grande autonomie envers la délivrance de résidences permanentes, afin d'obtenir une meilleure cohésion sociale, d'assurer une correspondance adéquate, soient justifiées?
Ouais, je ne suis pas sûr que ce que fait la CAQ présentement assure une meilleure cohésion sociale. Je pense qu'on entend des gens de tout bord, tout côté remettre en question ce que propose la CAQ, notamment au niveau de l'immigration, surtout dans un contexte de pénurie de la main-d'œuvre. Combien de chefs d'entreprise, de représentants de sociétés de développement commercial, de chambres de commerce disent, écoutez, là, on manque de main-d'œuvre et là, vous voulez réduire le nombre de gens qui pourraient venir combler ces besoins-là. C'est un champ de compétences partagé. On a toujours travaillé, depuis très longtemps, travaillé avec le Québec et d'autres provinces là-dessus. Alors, je ne vois pas pourquoi on devrait arrêter tout à coup parce que la CAQ le demande de s'impliquer dans ce dossier-là. Je pense qu'ils ont des demandes, on va les recevoir, on va les étudier, on va sûrement discuter avec eux et finir par trouver un terrain d'entente. Parfait. Donc, maintenant, nous allons parler du dernier volet. Dans le fond, la dernière question, le dernier volet, si vous me permettez, c'est juste la protection de l'environnement. Je crois que c'est un sujet qui vous tient personnellement à cœur. Et simplement, c'est le 24 septembre dernier que le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, annonçait que les changements climatiques entreraient maintenant dans une phase irréversible, que celle-ci se traduirait nécessairement par l'augmentation de 2 degrés Celsius des océans et entraînerait la montée du niveau des eaux de manière importante. Bien que le Canada soit le 3e pays à émettre le plus de CO2, semble-t-il, par capita au monde, selon le rapport présenté par Damon Matthews de l'Université Concordia et publié dans l'Environmental Research Letter, le Canada a souscrit à la réduction significative de tonnes de CO2 rejetées à chaque année d'ici 2030 lors de l'accord de Paris en 2016, soit 30 dans le fond d'une réduction par rapport à ceux qui ont été émis en 2005. Pourtant, selon plusieurs experts, nous n'arriverons pas à atteindre ces cibles-là en 2030. Conséquemment, selon vous, quelles sont les mesures que votre parti devrait prendre vis-à-vis de ce problème? On est en 2019. Les objectifs de Paris sont pour 2030. Oui. Donc, il nous reste du temps. En 4 ans, le gouvernement libéral a présenté un plan d'action qui va nous permettre d'atteindre, on est à peu près à 75 du travail qu'on doit faire pour atteindre Paris. On a fait ça en 4 ans. Okay. Il nous reste 11 ans pour faire l'autre 25 Je pense qu'on est tout à fait capable d'y arriver, d'une part. D'autre part, contrairement à ce que certains vont vous laisser croire, les émissions ont commencé à diminuer au Canada. De 2014 à 2017, c'est la dernière année pour laquelle on a des données sur les émissions, elles ont commencé à diminuer. Il faut qu'on accélère beaucoup la diminution de ces émissions. Il faut qu'on accélère beaucoup le déploiement de mesures. Pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? J'ai co-présidé un groupe de travail pour le gouvernement fédéral sur la question des changements climatiques. On a proposé plusieurs mesures, certaines qui ont déjà été mises en place. Je pense notamment le rabais à l'achat pour les voitures électriques. Depuis l'entrée en vigueur de ce rabais-là, la 4e voiture la plus vendue au Canada, c'est une voiture électrique. On a pris l'engagement de rénover 1,2 million de maisons pour les rendre plus éco-énergétiques au cours des 5 prochaines années, avec toute une série de mesures, notamment des prêts à faible taux d'intérêt, des incitatifs financiers pour le bâtiment. Donc, il y a énormément de choses qu'on va devoir faire, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a commencé à agir dans ce dossier-là, contrairement à ce qui s'était passé 10 ans auparavant. Parfait. Mais selon un rapport obtenu dans le fond paru en 2019 sur le journal Nature Communication, l'exploitation des sables bitumineux produirait plus de 64 de notre CO2. Plus qu'estimé initialement, dans le fond, c'est-à-dire toutes les données qui ont été corrigées au sol. Puis à ce moment-là, n'a pas été effectué et on a, on s'appelle un nouveau procédé, on n'a pas nécessairement corrigé les données, mais au niveau de l'exploitation, qui utilise du gaz naturel, dans le fond, pour chauffer l'eau, puis retirer le pétrole. Et quelle est votre position vis-à-vis, justement, de l'exploitation des sables bitumineux en Alberta? On a annoncé cette semaine qu'on se dotait... D'une part, on a annoncé qu'on allait revoir à la hausse nos objectifs dans le cadre de l'accord de Paris pour 2030. Oui. On a annoncé qu'on allait enchasser dans la loi un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 2050 et qu'on allait accélérer la transition énergétique. Alors, le portrait énergétique du Canada aujourd'hui ou demain, en fait, va être très différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Dans le cadre de l'application de la tarification carbone, les centrales au gaz naturel, auxquelles vous faisiez référence, devront compenser en 2030 100 de leurs émissions de gaz à effet de serre.
Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, j'ai un ami qui est dans le domaine des énergies renouvelables, il dit, ça va être super pour nous parce que les compagnies de gaz vont payer des entreprises qui sont dans l'éolien, dans le solaire, pour produire de l'électricité verte, pour compenser les émissions de gaz à effet de serre du secteur du gaz, par exemple. Alors, on entre dans un monde, et nous sommes déjà entrés dans un monde où il va y avoir une transition énergétique de plus en plus importante. Donc, merci, M. Guilbeault. Merci d'être passé à cette émission spéciale.